Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes pour laisser le temps là, à tout le monde de se connecter à la plateforme. Nous sommes plusieurs centaines de participants aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour. Mon nom est Fabrice Fortin, directeur des communications stratégiques et des affaires gouvernementales à la PCHQ. J'animerai la présente séance. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur les perspectives économiques 2025-2026. Avec une année difficile en 2023, l'année 2024 a été marquée par une reprise soutenue de la construction résidentielle, autant du côté des mises en chantier que de la rénovation. Malgré de nombreux signaux encourageants, la crise de l'habitation au Québec est encore loin d'être résorbée. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui est de faire le point sur l'année 2024 qui a été mouvementée, mais aussi de regarder vers l'avant pour 2025 et 2026. Évidemment, la présentation d'aujourd'hui est un résumé d'un rapport de plus de 30 pages qu'on a émis et que nous allons mettre à nouveau dans le clavardage. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est un survol de nos prévisions. Je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui, M. David Goulet, qui est directeur du service économique à la PCHQ depuis juillet 2024. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Victoria. David est un expert en analyse économique et développement immobilier. Sa carrière se caractérise par une progression constante vers des rôles stratégiques dans le secteur immobilier. Il a travaillé auparavant au groupe Altus, Cushman et Wakefield et Cominard, développant une expertise complète du marché immobilier québécois et des enjeux économiques auxquels le secteur fait face. Je vous informe que le présent webinaire est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vos caméras et micros ont été fermés par l'équipe technique. Enfin, je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions directement dans le clavardage tout au long du webinaire. Nous allons y répondre à la toute fin, soit à partir de 12h40, 12h45. Je vous souhaite un bon webinaire. Monsieur Goulet, à vous la parole. Merci Fabrice. Donc, merci aussi à vous d'être présent aujourd'hui pour cette présentation. Et justement, là, au niveau des commentaires et des questions, on vous invite aussi, là, si vous voyez des questions que vous trouvez intéressantes, peut-être justement mettre un pouce en l'air ou un cœur pour nous aider là, à trouver les questions qui vont être les plus pertinentes pour vous pour la période de questions à la fin. Alors, comme mon collègue là, Fabrice mentionnait, évidemment, l'année 2024 a été très mouvementée, beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements. Je ne cacherai pas aussi, on va parler dans les prochaines minutes aussi là, du risque ou de la menace de conflit commercial avec les États-Unis. Donc voilà, c'est pas mal les grands thèmes de la journée. On va parler aussi là, de justement l'impact sur les divers secteurs, là, que ce soit le locatif, la maison neuve ou la copropriété. Alors, voilà, donc on va débuter de là maintenant. Donc, premièrement, qu'est-ce qui s'est produit en 2024? D'un point de vue économique, beaucoup de choses. On a vu là, une baisse là, des taux d'intérêt assez marquante là, au cours de l'année. Pourquoi? Bien, parce qu'on a vu évidemment là, toute la crise de l'inflation se résoudre dans les derniers trimestres. Donc, dès juin 2024, la Banque du Canada a commencé à diminuer là, ses taux directeurs. Alors, tout ça fait à favoriser également le secteur de la construction résidentielle. On l'a vu là, d'ailleurs dans les mises en chantier et des données autres là, du point de vue de la dernière moitié de 2024. On a déjà vu une bonne reprise. Alors, c'est sûr que c'est encourageant pour notre industrie.
quand on regarde l'inflation, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, c'est relativement sous contrôle au Québec et au Canada. On est autour là, du 2 donc qui est la fourchette recommandée ou ciblée par la banque. Quand on exclut par contre les frais de logement, on voit que l'inflation est quasiment nulle. Donc, clairement, là, les enjeux de la crise d'habitation pèsent lourdement dans le calcul de l'inflation. On voit là, que c'est une composante assez importante. À la fin 2024, c'était autour là, de 5 d'inflation de ce côté-là, comparativement au reste du panier de biens consommés par la population, de services, où la croissance était plutôt nulle de ce côté-là. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, la taux directeur a diminué de façon assez significative. Bon, la présentation se base sur le rapport qu'on avait émis en janvier. On a eu une autre, depuis ce temps-là, on a eu une autre baisse, là, comme vous savez certainement, là, à la fin janvier 2025. Donc, on est rendu plutôt à 3 de ce côté-là, on se situe dans ce qu'on appelle le taux neutre ou dans la fourchette de taux neutre. Donc, ça veut dire que la Banque du Canada, sa politique n'a pas comme objectif de limiter l'inflation, de venir ralentir la croissance économique, ni non plus d'essayer de stimuler la croissance. On est dans un taux neutre, justement. Donc, la position de la Banque, c'est qu'on n'a pas à stimuler ni à ralentir la croissance. Et c'est probablement où on devrait se retrouver d'ici la fin de la normalisation de la politique monétaire de la Banque du Canada. De ce côté-là, donc, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être d'autres diminutions d'ici la fin 2025, probablement au cours du prochain trimestre. Donc, on pourrait se retrouver jusqu'à 2,25. Évidemment, si on a un conflit commercial avec les États-Unis, ça pourrait changer un peu la donne. Mais pour l'instant, on s'attend à une diminution plutôt modeste dans les prochains mois. Donc, du côté économique, pour l'ensemble de l'économie, on voit là aussi un ralentissement quand même important de la croissance. Ça peut peut-être sembler étrange parce qu'on n'a pas nécessairement parlé de récession dans les dernières années, mais ce qui a vraiment stimulé la croissance, c'est ce qui a permis de maintenir la croissance économique au cours de 2024, c'est vraiment la croissance de la population. En réalité, quand on regarde au niveau des emplois, on voit que la croissance de ce côté-là sur le marché du travail était beaucoup moindre par rapport à la croissance de la population, autant au Québec qu'au Canada. Et en général, ce qu'on voit, c'est que le PIB par habitant a diminué de façon assez significative au cours des dernières années. Donc, les 6 derniers trimestres, on voit des diminutions consécutives. C'est assez alarmant parce qu'en général, on utilise le PIB par habitant comme mesure de bien-être économique. Bon, c'est peut-être un indicateur qui est un peu limité sur certains points, mais c'est un bon moyen généralement de comparer le bien-être économique entre différentes provinces ou entre différents pays. Donc, le fait qu'on voit cet indicateur-là diminuer, c'est assez préoccupant. Du côté de tout ce qui est politique et qui est évidemment lié à notre économie, on a vu dans les derniers mois quand même une crise politique à Ottawa. Comment est-ce que ça va se refléter sur les politiques, par exemple, en habitation et donc sur notre secteur? C'est un peu encore difficile à dire. Pour dire qu'on attend de voir un peu la plateforme des différents partis fédéraux sur la question. Donc, du côté des conservateurs, on attend toujours la plateforme complète. Et évidemment, avec la course au leadership de la part du Parti libéral du Canada, c'est sûr que on ne saura pas immédiatement exactement comment ça va se produire. Et comme vous le savez certainement, la crise politique à Ottawa a été débutée par les enjeux de déficit. Donc, évidemment, on s'attend peut-être à un certain changement au niveau des dépenses. Donc, de ce côté-là, encore une fois, est-ce que ça va affecter les politiques en habitation? C'est trop tôt pour le dire, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des modifications dans les prochains trimestres, dans les prochaines années, sur certains des dépenses du gouvernement fédéral. Au niveau du conflit commercial avec les États-Unis, donc vous avez certainement été au courant, vous en avez sûrement entendu parler cette semaine. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit sondage rapidement pour connaître vos intentions, vos impressions par rapport à la situation. Alors, on va vous poser 3 questions, puis on va vous demander de répondre. Vous allez voir, il va y avoir un encadré qui va apparaître à votre écran. On vous pose premièrement une question à savoir s'il y avait un conflit commercial entre les États-Unis et le Canada qui débuterait, par exemple, le 1er mars 2025. Quelle est la probabilité que vous soyez confronté à des problèmes d'approvisionnement au niveau des matériaux de construction, par exemple, que vous utilisez? Deuxièmement, on vous pose la question de savoir si justement il y avait un conflit commercial,
qui est la probabilité que vous tourneriez vers des fournisseurs là, québécois ou canadiens. Donc, est-ce que votre utilisation de produits fabriqués ici augmenterait dans votre travail? Et finalement, la dernière question, c'est si on avait justement, encore une fois, un conflit commercial qui débutait bientôt, comment est-ce que ça affecterait votre volume d'activité par rapport là, au printemps 2024? Donc, on parle, est-ce que ce serait plus élevé, ou, similaire ou moins élevé, en prenant en considération, évidemment, qu'il y a quand même eu des facteurs importants, des changements importants en 2024, dont le taux directeur, par exemple, là, de la Banque du Canada que je mentionnais plus tôt. Alors, je vais débuter le sondage et on va vous laisser là, environ 1 minute pour pouvoir y répondre. Oh, il y a des gens qui ne semblent pas voir l'encadrer. Peut-être regarder, là, c'est vraiment une page pop-up qui apparaît. Donc, peut-être juste valider que ce ne serait pas justement que vous ne voyez pas à un autre endroit. Euh, je vais regarder. Euh, pour l'instant, le nombre de réponses semble assez stable. Donc, je vais poursuivre. On va quand même laisser le sondage actif là, pour ceux qui veulent répondre ou si on trouve une solution. Là, je semble croire là, que plusieurs personnes là, ont peut-être des petits enjeux de ce côté-là. Alors, au niveau des résultats, ce qu'on voit, c'est que environ la moitié d'entre vous là, semble croire que ce serait assez probable qu'il y ait des enjeux d'approvisionnement. Donc, c'est environ là, 50 une faible proportion là, de très probable. Donc, ça s'en va plutôt là, vers peu probable ou assez probable en termes d'enjeux d'approvisionnement. On voit aussi là, au niveau de la probabilité là, que vous tourniez vers des matériaux de construction québécois ou canadiens, quand même un bon résultat, donc 3,7 sur 5. Donc, c'est un excellent résultat de ce côté-là. Donc, on voit là, qu'il y a quand même un intérêt là, pour encourager les produits locaux. Et d'un côté, au niveau là, du volume d'activité, la majorité d'entre vous semble croire que ça serait assez similaire, donc avec 65 peu de gens qui s'attendent à plus élevé que l'année dernière et environ le tiers d'entre vous là, qui avaient répondu moins élevé. Donc, peut-être certains là, qui sont justement un peu inquiets de l'impact économique que ça va avoir justement sur la demande, là, soit pour la rénovation ou la construction neuve. Alors, je vais poursuivre. Comme je disais, on va laisser le sondage ouvert. Donc, comme ça, c'est des gens là, qui avaient eu de la difficulté à trouver la page ou la fenêtre. Là, vous allez pouvoir entrer vos réponses également. Donc, de notre côté, à nous, en regardant un peu là, ce qui a été publié, les différentes recherches, les différentes analyses, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, la construction n'est pas un secteur qui exporte directement aux États-Unis, on n'est pas nécessairement un secteur qui va être directement affecté par les tarifs américains.
Évidemment, une fois qu'une maison est construite ou qu'une salle de bain est refaite, généralement, ça reste au Québec, ça reste en place. Donc, de ce point de vue-là, on est un peu isolé sur certains de ces enjeux-là. Au niveau des coûts de construction, on sait que oui, il pourrait peut-être avoir certains enjeux d'approvisionnement sur certains produits. On sait qu'il y a quand même certaines choses qui sont importées des États-Unis, mais en même temps, on sait que justement ces produits-là peuvent généralement être substitués par des marques canadiennes ou québécoises ou qui en provenance d'autres régions du monde que l'Amérique du Nord. Donc, de ce côté-là, on sait aussi là, que il risque d'avoir des enjeux d'approvisionnement le temps que les différents fournisseurs là, se réajustent, là, ou plutôt les distributeurs avec lesquels vous faites affaire. Mais on ne s'attend pas nécessairement à ce que ça ait un impact élevé sur les coûts des matériaux. On pense plus que c'est peut-être juste une question de réajustement à court terme. Donc, de ce côté-là, on ne s'attend pas nécessairement à ce que ça ait un gros impact. Et on sait aussi que l'habitation, c'est quand même une des priorités du gouvernement fédéral. Donc, au niveau de leurs représailles, là, des mesures tarifaires qui pourraient imposer sur les produits américains, là, les importations américaines, on ne s'attend pas nécessairement à ce que le gouvernement vise ce genre d'importations-là qui seraient essentielles et qui seraient difficiles à substituer pour d'autres produits, justement pour limiter l'impact là, sur la crise de l'habitation. Donc, de ce côté-là, on s'attend à ce qu'au niveau des constructions, ça reste stable. Ce qui vraiment nous préoccupe le plus, c'est l'impact en général sur l'économie. Donc, si on voyait, par exemple, des taux de chômage augmenter, qu'on voyait un ralentissement de la croissance économique ou même une récession, c'est plus ça qui aurait un impact important sur la demande là, au niveau là, justement de la demande là, au niveau de la construction neuve ou de la rénovation. Donc, c'est surtout sur ce point-là qu'on se penche. Il y a certaines analyses qui ont été faites là, sur ce sujet-là. Évidemment, ça fait quand même un certain temps, donc c'était avant l'annonce de 25 donc durant la campagne électorale de M. Trump, il annonçait plutôt du 10 Donc, c'est un peu difficile de sortir des chiffres parce qu'il n'y a pas nécessairement d'analyse aussi plus récente sur le sujet, mais on sait que le secteur de la construction pourrait être quand même assez impacté tout au long là, de la présidence de M. Trump si on avait un conflit commercial là, qui s'étendrait sur la durée de son terme. Donc, évidemment, ben, reste à voir. C'est beaucoup d'incertitudes, mais on sait que la construction pourrait être quand même assez affectée là, par la baisse de la confiance là, des ménages et des entrepreneurs. Donc, je vais passer au prochain sujet, puis on pourra y revenir justement là, dans les questions à la fin là, pour peut-être rentrer un peu plus en détail là, selon les questions, les commentaires que vous allez inscrire dans la conversation. Donc, un autre gros changement en 2024, c'est les politiques d'immigration. Vous avez certainement entendu parler. On sait que Ottawa et Québec là, ont vraiment fait un peu un volte-face. Donc, on a décidé là, de venir restreindre de façon assez importante les seuils d'immigration, et pas seulement pour les résidents non permanents, mais aussi pour des résidents permanents qui étaient qui viennent là, normalement, on ne sont pas sur des visas, par exemple, des visas étudiants, des visas de travailleurs. Donc, de ce côté-là, on s'attend à ce qu'effectivement, peut-être à court terme, ça peut avoir un impact là, au niveau du marché locatif. Donc, une moins grande demande. Par contre, puis je reviendrai là-dessus tout à l'heure, là, au niveau de l'abordabilité à long terme, on s'entend que ça risque de peut-être pas avoir un très gros impact parce que les besoins sont tellement énormes qu'on s'entend qu'à long terme, il va falloir quand même construire beaucoup de logements pour répondre à la demande et résoudre la crise. Du côté démographique, la région qui va être la plus affectée par ces nouvelles politiques-là au Québec, c'est Montréal, parce que c'est la porte d'entrée pour l'immigration internationale. Et annuellement, ben, en général, quand on regarde la population québécoise qui est déjà présente ici, là, que ce soit des résidents permanents qui sont déjà installés au Québec ou des personnes qui sont pas nécessairement immigrants, donc qui sont nés au Québec, on voit qu'en général, la région de Montréal perd plus de population vers les autres régions, qu'il y en a des gens qui viennent emménager dans la région de Montréal. Donc, si on vient en plus de ça couper l'immigration internationale qui maintenait la croissance démographique de la région, mais on s'attend à ce qu'il puisse avoir là, un impact à court terme sur la croissance. L'Institut de la statistique du Québec là, prévoit une petite diminution au cours des prochaines années qui pourrait là, éventuellement se résorber une fois que les taux là, vont être
s'être réadapté. Parce que ce qu'on prévoit, c'est vraiment une baisse significative au cours des prochaines années, là, donc des résidents qui vont être permis de venir emménager au Québec. Et pour l'instant, c'est près de 80 là, des nouveaux arrivants qui viennent s'installer dans la région de Montréal. Donc, c'est sûr que c'est eux là, c'est la région qui va être la plus affectée de ce côté-là. Pour les autres régions, on voit là, quand même une croissance assez intéressante dans la majorité des régions métropolitaines. Drummondville, c'est celle qui va connaître le taux de croissance le plus fort au cours des prochaines années. C'est une région qui est relativement abordable avec un marché de l'emploi qui est assez robuste, qui est résilient. Donc, ça attire beaucoup de gens dans cette région-là. La région de Québec, elle, ça va être celle qui va accueillir normalement là, le plus grand nombre de nouveaux ménages. Donc, de ce côté-là, ça va définitivement demander une grande quantité de nouveaux logements à être construits dans la région, que ce soit du locatif, de la copropriété ou de la maison neuve. Et Saguenay, en fait, c'est la seule région qui devrait connaître une baisse là, de la population au cours des prochaines années, à part Montréal. La différence, par contre, c'est que la tendance à Saguenay, c'est pas une tendance qui est temporaire et qui est liée justement là, au changement des seuils d'immigration. C'est une tendance qui s'avérait permanente ou à long terme. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être un peu plus gros enjeu et les besoins sont peut-être moins grands dans cette région-là que d'autres régions au Québec où on connaît encore là, des fortes croissances de la population. Finalement, un autre enjeu là, qui vient un peu changer la donne au niveau des besoins en termes de logement, c'est le portrait démographique du Québec. Donc, on sait là, qu'on a un vieillissement de la population qui est important, que ce soit là, et surtout en dehors des grands centres urbains, en dehors de Montréal, Gatineau, Québec. Pourquoi? Parce que justement, c'est souvent ces régions-là qui vont attirer beaucoup de travailleurs. Donc, la population reste relativement jeune, alors que dans d'autres régions, on a des âges moyens beaucoup plus élevés et qui vont continuer d'augmenter dans le futur. Puis évidemment, les personnes plus âgées n'ont pas nécessairement les mêmes besoins que des jeunes familles en termes de logement. Donc, ça aussi, ça va venir affecter là, la demande et le type de logement qu'on va construire au cours des prochaines années. Et même au niveau des jeunes familles, comme je mentionnais, on s'entend qu'en général, les gens de moins en moins d'enfants, on voit aussi de plus en plus là, de familles monoparentales, ou sinon de couples sans enfants. Donc, ou même au niveau là, des maisons neuves, on n'aura pas nécessairement besoin là, du même type de maison qu'on voyait par le passé. On pourrait voir, par exemple, plus de maisons jumelées ou plus de maisons en rangée ou de maisons de ville qu'on appelle souvent au Québec. Donc, de ce côté-là, ça va peut-être aussi un peu changer la demande pour les types de maisons qu'on construit. Donc, c'est quand même un phénomène qui va être intéressant à regarder là, dans les prochaines années, à voir comment est-ce que ça va se refléter sur la demande, mais on s'attend à ce que le marché locatif demeure très en demande, là, notamment avec le vieillissement de la population. Au niveau là, du marché immobilier, on voit déjà là, au niveau des coûts de construction quand même une stabilité là, au niveau dans les dernières années. Là, les coûts on a vu là, plutôt une croissance de 3,2 en 2024 comparativement à une inflation de 2,4. Donc, pas beaucoup plus haut là, que ce que fait l'inflation. C'est définitivement beaucoup plus bas que ce qu'on a connu, par exemple, en 2021, en 2022, où les hausses étaient significatives. Évidemment, mais vous êtes certainement au courant, là, on est actuellement en négociation pour la prochaine convention collective là, du secteur de la construction. Donc, de ce côté-là aussi, ça pourrait peut-être avoir un impact sur la croissance là, des coûts de construction. Puis si je parle vraiment là, quand je parle des coûts de construction, je parle de la main-d'œuvre et des matériaux. Donc, la manière c'est calculé, en fait, c'est Statistique Canada fait des enquêtes auprès des entrepreneurs comme vous et demandent, là, par exemple, pour différents types de travaux, combien ça coûterait, et ils font un suivi, justement, des prix qui sont demandés par les entrepreneurs. Donc, c'est de cette manière-là que c'est calculé. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même une stabilité. Ça devrait se poursuivre aussi, mais évidemment, si on rentre dans un conflit commercial, peut-être qu'il pourrait avoir un petit impact. Aussi, si on voit le marché reprendre avec plus de vigueur, comme on l'a connu vers la fin 2024, peut-être qu'à ce moment-là, ça va faire augmenter un peu certains des coûts. Mais pour l'instant, c'est relativement stable. Au niveau aussi là, du marché de la revente, on voit là, au niveau autant les maisons unifamiliales que la copropriété, vraiment là, une reprise. On a vu au niveau des ventes là, une augmentation assez significative et on commence aussi à voir les prix augmenter sur le marché de la revente. Donc, ça, c'est sûr que ça va éventuellement, l'inventaire de propriétés sur le marché de la revente va probablement diminuer et donc encourager plus de gens à se tourner vers la propriété neuve. Donc, en 2025, là, on pourrait voir justement peut-être une reprise plus soutenue de ce côté-là.
que, par exemple, on a vu en 2024. Finalement, l'accession à la propriété demeure difficile. Donc, vous êtes certainement au courant, on en parle souvent dans les médias. On en parle même, nous, là, à la PCHQ, on fait beaucoup de représentations sur ce sujet-là. Donc, malgré qu'on ait vu des diminutions des taux hypothécaires en 2024, ce qu'on voit, là, c'est que la diminution, c'est surtout au niveau là, des taux variables, au niveau des taux fixes, moins, et beaucoup là, des diminutions sont déjà derrière nous. Donc, ce qu'on voit, là, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement d'autres diminutions importantes là, au niveau des coûts de financement pour l'achat d'une propriété. Et évidemment, on voit déjà des prix augmenter. Donc, de ce côté-là, ça reste quand même assez difficile. Et ça, bien évidemment, ça va avoir un impact sur la demande pour des maisons neuves, pour les copropriétés, mais aussi pour le marché locatif parce que les gens qui ne sont pas capables d'accéder à la propriété restent plus longtemps sur le marché locatif, ce qui vient booster là, la demande, là, si je peux dire. Donc, maintenant, on se tourne vers 2025-2026. À qu'est-ce qu'on s'attend au cours des prochaines années? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, 2024, on avait quand même une reprise qui était assez soutenue. Évidemment, 2023 est une année un peu, je dirais, catastrophique là, pour les mises en chantier. C'est une des pires baisses qu'on ait connues au Québec depuis 1955. Donc, c'est clair là, que c'était facile d'augmenter. Et quand on se compare aux dernières années, évidemment, on était à un niveau là, en 2024 qui était quand même bas par rapport à 2020, 2021, 2022, qui étaient des années assez fortes là, de ce côté, du côté de la construction. Donc, pour les prochaines années, on s'attend effectivement à ce que la reprise se poursuive, mais à un rythme qui soit moins élevé là, ou moins soutenu qu'en 2024. Donc, avec une croissance de 9 cette année et de 7 l'année prochaine. Puis évidemment, mais vous voyez qu'on reste quand même là, en dessous en 2026 là, des prévisions des chiffres qu'on avait en 2021-2022. Donc, oui, une reprise, mais est-ce que ça va être suffisant? Probablement pas. Pour répondre là, à la crise de l'habitation. Je reviendrai un peu, en fait, c'est la prochaine diapositive, mais juste avant, je vais mentionner aussi que d'une région à l'autre, on voit une reprise qui est différente. Donc, dans le rapport, là, justement, on a partagé un lien vers le rapport. Vous pouvez avoir accès à nos prévisions pour les différentes régions métropolitaines. Mais ce que je peux vous annoncer dès maintenant, c'est que les régions là, de Gatineau, Sherbrooke et Drummondville, c'est celles où on va voir les reprises les plus soutenues, là, ou un taux de croissance le plus élevé là, dans la prochaine année, versus d'autres régions où ça va être un petit peu plus, un peu plus léger en termes de reprise. Donc, je parlais justement d'abordabilité. La SCHL, elle nous dit qu'on doit construire d'ici 2030 1,2 million de nouveaux logements si on veut rétablir le niveau d'abordabilité qu'on connaissait par le passé. Vous voyez là, à l'écran, dans le fond, on présente là, cet objectif-là de 1,2 million. Et en bas, là, on voit là, en bleu, dans le fond, ce qui se construit actuellement. Donc, vous comprendrez qu'on a un retard accumulé qui est assez important. Et même là, avec même si la reprise se poursuit en 2025 et 2026, on voit là, que l'écart continue de se creuser. Donc, évidemment, ben, comment est-ce qu'on pourrait parvenir là, à construire tous ces logements-là? Il faudrait en fait là, quadrupler les mises en chantier là, et ce, dès 2025 et maintenir ce rythme-là jusqu'en 2030. Ce qui est assez difficile à faire. Vous comprendrez là, qu'on ne peut pas non plus quadrupler la main-d'œuvre du jour au lendemain. Et ça aurait un impact important aussi sur les chaînes d'approvisionnement si on faisait ça. Donc, c'est un gros enjeu, mais je pense que c'est important quand même de le mentionner pour montrer l'ampleur de la crise et que ça va nécessairement prendre des mesures fortes si on veut répondre là, à cet enjeu-là et pallier là, les impacts là, négatifs de cette crise-là. Juste pour faire aussi le lien par rapport au seuil d'immigration qu'on a parlé plus tôt, là, je mentionnais que ça a beaucoup diminué, mais sur l'aspect de l'abordabilité à long terme, on ne verrait pas nécessairement une augmentation, une amélioration significative grâce à ça. Pourquoi? Parce que la SCHL, qui a estimé 1,2 million de nouveaux logements nécessaires, prenait déjà en compte que la situation qu'on a connue en 2023-2024 était temporaire, qu'on faisait seulement devancer l'immigration au Québec et au Canada. Et donc, par la suite, jusqu'à 2030, il présumait déjà un niveau d'immigration beaucoup plus faible que ce qu'on connaissait par le passé. Donc, même là, quand on regarde durant la période avant la pandémie. Donc, de ce côté-là, ce ne sera pas nécessairement là, les diminutions des seuils d'immigration qui vont vraiment venir améliorer l'abordabilité à long terme.
faut quand même là, construire un nombre énorme là, de nouveaux logements si on veut rétablir l'abordabilité. Alors, je vais poursuivre. Au niveau du marché locatif, quelles sont nos prévisions? Dans ce cas-ci, je tiens à mentionner aussi là, que nos prévisions, c'est seulement pour les centres urbains de 10 000 habitants et plus. Pourquoi? Parce que c'est les seuls pour lesquels on a des données sur les mises en chantier. Pour les régions rurales, là, on n'a pas le détail du type de logements qui sont construits. On a seulement le nombre total. Donc, quand on va regarder un peu plus tôt là, la prévision là, pour les prochaines années, ça incluait les régions rurales, mais ici, c'est vraiment seulement pour les centres urbains. Donc, quels sont les facteurs qui aident au niveau du marché locatif? Bien, on voit là, un taux d'inoccupation qui est assez faible dans beaucoup de régions, et pas seulement là, à Montréal, Québec ou Gatineau, mais dans beaucoup aussi de petits centres urbains. Des fois, même la situation est même pire là, dans beaucoup dans les régions par rapport là, à certains des grands centres. Donc, on s'attend à ce que la construction continue là, de ce côté-là en fait que la majorité des mises en chantier soient des logements locatifs, comme on a connu au cours des dernières années. Ça fait quand même un certain temps que le locatif domine en termes de mise en chantier et ça devrait se poursuivre. Déjà en 2024, c'est environ 75 des nouveaux logements qui ont été mis en chantier, qui étaient des unités là, destinées au marché locatif. On a aussi des mesures incitatives importantes. Donc, vous êtes certainement au courant là, que le gouvernement fédéral a annoncé dans les dernières années l'annulation, ou du moins la bonification du remboursement de la TPS sur les nouveaux projets locatifs. Donc, si vous avez là, débuté la construction en 2024 ou plus tard, à ce moment-là, vous avez droit à un remboursement complet. Donc, ça, c'est sûr que ça vient jouer de façon assez importante là, sur vos constructions. On a aussi d'autres programmes de la SCHL, comme par exemple APHLF, qui est une assurance sur les préhabitations. Donc, pour les constructeurs, qui à ce moment-là vient aider là, aussi à vous offrir là, des conditions de financement qui sont beaucoup plus faciles ou beaucoup plus avantageuses pour vous. Donc, de ce côté-là, on s'attend à ce que ça continue de vous aider et de voir là, vraiment un pivot vers le locatif de la part de beaucoup d'entrepreneurs. Et comme je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a des facteurs sociodémographiques qui viennent encourager la construction de locatifs parce qu'on a un vieillissement de la population qui est important et il y a de plus en plus aussi de jeunes ménages qui ont de la difficulté à accéder à la propriété. Donc, ça vient encourager la demande du côté du marché locatif. Au niveau de la construction de maisons unifamiliales, donc, comme vous pouvez voir, là, on a une reprise en 2024 et ça devrait se poursuivre là, au niveau des prochaines années. Puis on reste à des niveaux peut-être plus semblables là, que ce qu'on a au niveau de la croissance. Donc, on ne voit pas un ralentissement autant que du marché locatif au niveau de la croissance au cours des prochaines années. Pourquoi? Parce que 2024 était quand même aussi une année un peu difficile là, pour certains entrepreneurs parce qu'on avait la première moitié de l'année qui, évidemment, on avait encore des taux d'intérêt assez élevés avec des taux directeurs de 5 Donc, c'est sûr que ça a été un peu plus difficile, mais on s'attend à ce que ça reprenne et qu'on voit de plus en plus de gens là, se tourner vers le marché de la maison neuve. Comme je disais tout à l'heure aussi, sur le marché de la revente, on voit un resserrement important, on voit aussi des augmentations de prix. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, les gens vont se retourner un peu plus là, vers les propriétés neuves sur ce point, à cause du resserrement du marché en général. Et par contre, c'est important de mentionner qu'on est quand même là, à des niveaux bien en dessous là, de la moyenne historique. Donc, et on ne s'attend pas non plus à retourner à des niveaux comme on a connu par le passé. Puis même là, enfin, on voit sur la présentation là, que la période de 2018 à 2026, mais déjà en 2018, on avait déjà vu une diminution importante là, des mises en chantier de maisons unifamiliales, notamment dans la région de Montréal. Et là, on voit là, cette tendance-là se propager un peu de plus en plus dans d'autres régions au Québec. Donc, on voit là, les diminutions là, dans de plus en plus de régions là, au niveau des mises en chantier unifamiliales parce que justement, on n'a pas besoin d'autant de maisons que par le passé. Finalement, le dernier secteur là, ou sous-marché, c'est le marché de la copropriété, qu'on appelle souvent là, des condos au Québec. Donc, on s'attend de notre côté à une autre diminution en 2025. Pourquoi? Parce que 80 des mises en chantier de condos au Québec, c'est dans la région de Montréal. Et ce marché-là, pour l'instant, ne fonctionne pas très bien. Il connaît beaucoup de difficultés. Donc, c'est sûr que si la région de Montréal
a de la difficulté, que c'est 80 des mises en chantier, ben, c'est sûr que ça va se refléter là, sur l'ensemble sur les statistiques là, pour l'ensemble de la province. Donc, actuellement, qu'est-ce qui se passe à Montréal? C'est qu'on a environ 1500 unités invendues qui sont prêtes à être habitées, donc qui sont neuves. Donc, c'est sûr qu'il y a un grand inventaire là, de ce côté-là. Et il y a beaucoup aussi d'unités invendues qui sont actuellement en construction. Donc, on s'attend aussi à ce que cet inventaire-là continue d'augmenter au cours des prochains mois. Évidemment, avec le resserrement du marché de la copropriété et aussi les diminutions là, des taux hypothécaires, on s'attend aussi là, que quand même que plus ça va aller, moins ça va augmenter rapidement l'inventaire d'invendus. Mais c'est sûr que l'année 2025 risque d'être encore une fois peut-être un petit peu difficile. Par contre, à partir de 2026, on s'attend à une reprise, notamment dans la région de Montréal, là, où ça pourrait, la situation, l'inventaire risque d'avoir diminué, surtout durant la deuxième moitié peut-être de 2025. Encore une fois, reste à voir quel sera l'impact du conflit commercial, puisqu'évidemment, la marché de la copropriété s'adresse généralement à des premiers acheteurs ou, dans le cas du centre-ville de Montréal, à des investisseurs qui veulent par la suite louer leurs unités. Pour l'instant, ces deux segments-là, en 2024, restaient quand même moins présents sur le marché, donc ce qui explique en partie la difficulté à écouler les unités pour les entrepreneurs ou les promoteurs. Finalement, au niveau d'un point de vue investissement en tant qu'entreprise, c'est sûr que c'est un risque quand même d'investir pour construire des logements en copropriété. Pourquoi? Parce qu'on doit vendre, oui, une certaine portion des unités avant de débuter la construction, mais il reste après ça beaucoup d'unités à vendre. Et donc, contrairement, par exemple, à des maisons où la construction va suivre les ventes, de ce côté-là, on est obligé quand même de débuter la construction avec un nombre important d'unités encore invendues. Et évidemment, on n'a pas nécessairement la même demande que du côté du marché locatif, ni on n'a pas les mêmes incitatifs pour supporter la construction d'unités en copropriété. Donc, c'est sûr que c'est un marché qui est peut-être un peu connaît encore des difficultés qui vont en connaître encore en 2025 quand on se compare à la maison ou au locatif. Donc, finalement, je veux quand même aussi parler des dépenses en rénovation, parce que, évidemment, il y en a un grand nombre d'entre vous là, qui travaillent dans ce secteur-là, et c'est aussi une proportion importante des investissements résidentiels là, au Québec à chaque année. Donc, premièrement, pour faire un retour sur l'année 2023, ce qui est intéressant de voir, c'est que le secteur de la rénovation a quand même été beaucoup plus résilient que le secteur de la mise en chantier, de la construction neuve. Donc, on n'a pas vu une diminution aussi significative là, au niveau de ce côté-là que pour les mises en chantier. Donc, on parle plutôt d'une baisse d'environ 9 C'est quelque chose c'est quand même une baisse importante, mais loin là, des niveaux, des sommets de baisse qu'on a connus, par exemple, dans le passé. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les baisses des dépenses en rénovation en 2023 sont surtout concentrées dans les trois principales, les plus grandes aires mer au Québec, les trois principales régions métropolitaines. Quand on regarde pour le reste du Québec, on a quand même vu de la croissance en 2023. On attend encore les résultats de 2024 là, de l'Institut de la statistique du Québec de ce côté-là. Mais pour l'instant, on s'attend à ce qu'il y ait eu une croissance aussi l'année dernière et que cette croissance-là se poursuive dans les prochaines années. Donc, voici un peu, là, en général, ce à quoi ça ressemble avec nos prédictions. Donc, on voit là, qu'il y a eu une augmentation assez importante en 2021. C'est sûr qu'une partie parce qu'on parle en fait d'investissement en milliards de dollars, donc c'est sûr qu'avec les hausses là, des coûts de construction, ça va peut-être aussi là, jouer dans l'augmentation de 30 en 2023, comme je disais tout à l'heure, une baisse là, de 9 des investissements. Et nous, on estime pour 2024 une hausse de 6 et par la suite, là, un retour vers des taux de croissance peut-être plus normaux ou plus similaires là, aux tendances qu'on a connues par le passé. Donc, avec un taux de croissance là, de 4 de 3 par la suite en 2026. Évidemment, ça reste encore à voir là, avec le conflit commercial. C'est sûr qu'il y a peut-être certaines régions qui sont peut-être plus dépendantes là, des exportations vers les États-Unis ou qui sont plus dépendantes du commerce international avec les États-Unis, pourraient être un peu plus affectées. Il reste à voir là, comment ça va se produire. De notre côté, on ne fait pas nécessairement des prévisions d'un point de vue là, des différentes régions métropolitaines.
Mais en général, on s'attend à ce que ça puisse peut-être un petit peu varier selon l'importance du commerce international avec les États-Unis. Et donc, finalement, ben, en fait, ça fait le tour là, de la présentation d'aujourd'hui. Comme je vous disais, là, on avait le rapport complet est disponible sur notre site. Donc, si vous avez donc, si vous voulez avoir là, un peu pour les différentes régions métropolitaines, par exemple, avoir un peu plus de détails sur notre analyse, bien évidemment, vous pouvez vous y référer. Et ben, ça tombe bien, on a aussi là on a un peu plus de temps pour la période de questions. Alors, je vais laisser Fabrice me poser la première question. Merci à toi, David. Donc, oui, on a plusieurs questions dans le clavardage. Première question, avez-vous des statistiques concernant le pourcentage de produits provenant des États-Unis utilisés dans la construction au Québec? Ça dépend vraiment du type, de produit en tant que tel. Il y a des produits qui vont être utilisés, mais qui souvent là, vont pouvoir être facilement substitués par des produits canadiens. Je n'ai pas nécessairement le chiffre exact là, pour l'ensemble de la construction, mais on sait que ça reste quand même relativement mineur. On utilise beaucoup de produits canadiens, donc notamment par exemple pour le bois. Mais même aussi pour le béton, c'est quand même une grande partie qui vient aussi du Québec. Donc, on est quand même assez autosuffisant sur beaucoup de produits. Des fois, c'est peut-être un peu plus au niveau des finitions, par exemple, que l'on va aller importer des choses des États-Unis, mais on en produit aussi au Québec, on peut aussi en importer d'ailleurs. Puis aussi au niveau de la petite quincaillerie, là, souvent, ça va venir en fait plutôt de la Chine ou de pays en voie de développement. Donc, de ce côté-là, on importe peu des États-Unis. Un des points, par contre, que j'avais vu en lisant sur le sujet qui était peut-être un peu plus difficile à substituer, c'est vraiment au niveau des outils, là, de la machinerie, par exemple, utilisée sur les chantiers, que là, on est peut-être un peu plus dépendant des États-Unis. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que dans la liste des produits qui avaient été visés, là, la première liste qui avait été affichée par le gouvernement canadien, on ne mentionnait pas là, justement ce type de produit-là comme étant visé par, par les contre-tarifs du gouvernement canadien. On visait seulement, par exemple, des couvre-planchers, des bains, douches, ce genre de produits-là qu'on produit aussi au Canada. Donc, on pourrait quand même facilement se retourner de ce côté-là ou qu'on pourrait, encore une fois, importer d'ailleurs. Donc, au niveau de la construction, on n'est pas nécessairement très dépendant des États-Unis, mais oui, il y a certains produits qu'on va peut-être devoir là, se tourner vers d'autres sources là, temporairement ou, bon, tout dépendamment aussi de la durée du conflit, peut-être qu'on va avoir des gens qui vont, des entrepreneurs décider d'investir là, ou plutôt des fabricants décider d'investir pour augmenter leur productivité ou leur capacité de produire. Deuxième question, étant donné que le bois est exporté du Canada vers les États-Unis, est-ce qu'on va être impacté au niveau du prix du bois si la demande est moindre provenant des États-Unis? C'est une excellente question. C'est une question qui revient souvent. On a participé à plusieurs là, colloques ou conférences là, récemment sur la question du bois parce qu'évidemment, c'est une composante essentielle là, du côté de la construction résidentielle. Ce qui est difficile à dire pour l'instant, c'est à quoi ressemble l'inventaire. On sait que beaucoup d'importateurs américains avaient déjà commencé pour beaucoup de produits à acheter à l'avance pour accumuler de l'inventaire, pour s'éviter des tarifs, par exemple. Et on a vu aussi des compagnies canadiennes dire qu'ils refusaient là, en janvier, par exemple, des commandes américaines pour s'éviter de se retrouver avec l'inventaire. Là, par exemple, s'ils acceptaient un contrat, finalement, le contrat a été annulé, par exemple, puis là, ils se retrouveraient avec de l'inventaire additionnel. Donc, de ce côté-là, c'est un peu difficile à dire. Il faudrait vraiment qu'il y ait une quantité assez importante pour que ça diminue, pour faire une diminution des prix. L'autre aspect, c'est évidemment, ben, les États-Unis ne sont pas autosuffisants. Donc, on risque de continuer quand même d'en exporter une proportion importante vers les États-Unis. Mais c'est clair que il risque d'avoir un ajustement à long terme là, parce que les compagnies américaines pourraient, par exemple, augmenter leur production dans les prochaines années si le conflit se poursuivait. Puis aussi, ben, c'est important de mentionner que les autres provinces sont en général aussi autosuffisantes. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, se tourner vers d'autres provinces là, au lieu de vendre aux États-Unis parce qu'elles aussi vont avoir des surplus, vont avoir des surplus de production. Donc, c'est un peu difficile à dire. Je dirais qu'on s'attend plutôt à une diminution de la production, vraiment qu'une diminution de prix. Puis évidemment, ben, la marge de profit là, sur le bois d'œuvre n'est pas énorme. Donc, on pourrait voir aussi certaines scieries, par exemple, fermées.
Donc, c'est plus de ce côté-là que nous, on le voit, là, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont besoin d'un certain volume de production pour rester rentables. Puis évidemment, ben, s'ils doivent baisser en dessous de ce niveau-là, ben, ils risquent de fermer. Donc, ça pourrait créer des problèmes d'approvisionnement à moyen terme. Mais vraiment une baisse significative des prix du bois, probablement pas. Une autre question relativement à ça. Donc, tout dépendamment du pourcentage exporté, est-ce que ça peut mener à faire fermer des usines canadiennes, car la demande n'est pas assez grande et les États-Unis n'importent plus du Canada? Effectivement, ça pourrait être un enjeu, surtout du niveau du bois, par exemple, c'est qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'ouverture dans les autres marchés, à part l'Amérique du Nord, vers lesquels on pourrait se tourner. Donc, on ne pourrait pas nécessairement se tourner vers l'Europe parce que l'Europe exporte déjà vers les États-Unis. Sinon, la Chine, par exemple, importe beaucoup de la Russie. Donc, il n'y a pas beaucoup de marchés où est-ce qu'on pourrait, là, vers lesquels on pourrait se tourner. Pour les autres produits, effectivement, on pourrait essayer de se retourner, mais puis évidemment, avec la baisse du dollar canadien, la valeur du dollar canadien, ça pourrait encourager certains exportateurs, mais reste encore que souvent les autres marchés sont relativement autosuffisants. Donc, c'est une bonne question à savoir, là, est-ce qu'ils vont pouvoir là, se tourner vers d'autres marchés pour maintenir leur niveau de productivité ou de production, pardon. C'est encore un peu trop tôt. Ça va beaucoup dépendre justement là, de la valeur du dollar canadien par rapport aux autres devises. Mais c'est clair qu'il y a probablement beaucoup d'entreprises qui vont devoir diminuer leur production. Et là, voir, ben, effectivement, souvent quand on parle d'industrie manufacturière, la rentabilité ou la profitabilité dépend vraiment du volume et peu, là, une marge de profit qui est assez limitée sur chacune des unités. Donc, il faut vraiment un volume important souvent pour être rentable. Donc, puis, on prévoit certaines fermetures là, de produits, ce qui pourrait justement causer peut-être certains enjeux au niveau de l'approvisionnement à moyen terme. Reste que on est quand même là, on était quand même déjà très autosuffisant, mais l'enjeu, c'est peut-être qu'effectivement, là, il y a certaines entreprises qui ne pourront plus avoir des volumes suffisants là, pour pouvoir rester actifs à long terme. Autre question, est-ce que la PCHQ envisage une grève causée par la négociation de la convention collective et comment cette éventualité peut impacter les perspectives économiques? Je pourrais peut-être répondre dans un Oui. premier temps puis compléter si tu souhaites, David, mais il faut l'envisager. Et nous, on travaille sans relâche là, afin de l'éviter. Mais si ça se produit, selon nous, là, le gouvernement du Québec ne sera pas très patient car les contre-coups vont être vraiment néfastes pour l'économie du Québec, surtout là, dans des moments d'incertitude avec les Américains. Donc oui, il faut l'envisager. Ça fait partie des scénarios. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Non, je David. pense que tu as répondu beaucoup mieux que j'aurais pu. Tu es peut-être un peu plus au fait là, justement de ces négociations-là. De mon côté, je travaille peut-être moins là, avec l'équipe des relations de travail, mais c'est sûr que c'est un sujet qu'on prend très au sérieux. Concernant le nombre insuffisant de mises en chantier, vous abordez seulement le 9. Quelle est la tendance pour la rénovation résidentielle? Mhm. Mais c'est sûr qu'au niveau de ce dont on parlait, c'est vraiment au niveau pour l'abordabilité, donc pour rétablir l'abordabilité. C'est sûr que, par exemple, si on parle d'une rénovation qui viendrait convertir une propriété pour ajouter un logement, c'est sûr que ça peut venir aider un peu. Mais en général, on n'a pas vu beaucoup, c'était pas nécessairement quelque chose qu'on a vu beaucoup être adopté par exemple, dans les villes qui l'autorisent. Donc, c'est peut-être une forme effectivement qui pourrait aider, surtout peut-être dans certaines régions où les besoins sont peut-être moins grands, mais on ne s'attend pas nécessairement à ce que ce soit ça qui va régler la crise de l'habitation. C'est sûr que d'autres enjeux, évidemment, on sait que surtout du côté locatif, des fois, il y a des enjeux au niveau de la rénovation qui peuvent là, faire en sorte que certains logements soient de moins bonne qualité. L'abordabilité, oui, l'abordabilité, c'est important, mais il faut aussi s'assurer que les gens vivent dans des conditions décentes. Euh, donc, c'est sûr qu'on s'attend de ce côté-là à ce que on n'a pas vraiment de chiffres pour dire là, voici combien il faudrait là, pour rétablir de ce côté-là. Par contre, il y a certainement des enjeux importants au niveau de la rénovation. On parle souvent d'efficacité énergétique, on parle aussi d'adaptation, par exemple, au changement climatique.
On l'a vu là, dans les dernières années, beaucoup d'incidents de sinistres liés à des catastrophes naturelles. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à ça aussi de ce côté-là, que dans les prochaines années, ça pourra avoir un impact là, pour reconstruire, pour permettre de loger les personnes qui seraient dans le fond évacuées, pour les permettre de retourner chez elles. Donc, ça pourrait effectivement être un enjeu. Mais autrement, là, au niveau de l'abordabilité, on parle surtout là, de la question des nouveaux logements parce que c'est vraiment un enjeu d'offre, en fait. Il manque de logements. Puis je dirais c'est vraiment beaucoup au niveau du marché locatif actuellement qu'on voit des gros enjeux. Comme je disais, on a un vieillissement de la population. On a aussi des ménages qui sont de plus en plus petits. Donc, d'une certaine manière, on risque peut-être de se retrouver éventuellement même avec peut-être trop de grandes maisons puis qu'on va manquer d'autres unités. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on va avoir peut-être un plus grand incitatif à rénover les propriétés pour les transformer. Mais reste aussi que c'est pour l'instant pas permis non plus dans toutes les municipalités. Là. Et pour la construction commerciale? Bonne question. Je vous encouragerais peut-être, je sais que la CCQ là, publie des prévisions à chaque année là-dessus. De notre côté, nous, on ne travaille pas nécessairement beaucoup sur l'aspect commercial. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que c'est sûr qu'il y a certains enjeux, par exemple, au niveau de la construction de bureaux. Je ne m'attendrais pas nécessairement à ce qu'il y ait beaucoup de construction de ce type-là, avec tous les changements qu'on a connus dans les dernières années. Mais c'est pas mal le maximum sur lequel je pourrais m'avancer. Et les investissements dans les infrastructures au niveau institutionnel, industriel, avez-vous des données? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement une diminution. Là, puis d'ailleurs, la CCQ en parlait aussi dans ses prévisions. Donc, il y a une diminution au niveau des investissements de la part du provincial. Donc, et ça pourrait effectivement avoir un impact, une diminution là, au niveau de la demande de ce côté-là. Évidemment, on entend déjà parler que le gouvernement provincial se prépare avec un plan d'action ou souhaite du moins là, des recommandations d'investissement en infrastructure pour pouvoir, là, si on avait une récession, par exemple, à cause d'un conflit commercial, donc pouvoir pallier à cet enjeu-là. C'est sûr que nous, de notre côté, on souhaiterait vraiment avoir des investissements en infrastructure qui permettraient à la fois, oui, d'aider au niveau de la croissance économique, de maintenir l'activité économique, mais aussi qui aiderait à la crise de l'habitation, par exemple, en investissant dans les infrastructures municipales liées à l'eau. Il y a des enjeux importants. On a un déficit d'investissement de 45 milliards de dollars au Québec actuellement. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, ça serait intéressant là, de voir des investissements qui permettraient de supporter la croissance là, ou justement la construction de nouveaux logements pour pouvoir le pallier à la fois à la crise économique et à la crise de l'habitation. Lorsqu'on parle de baisse de demande de logement au Saguenay, ça ressemble à quoi par rapport aux 3 dernières années? Ben, en fait, ce que je dirais, c'est que pour la région de Saguenay, on s'attend par contre à ce que, vu le changement démographique, il y ait quand même de la demande pour la nouvelle construction, notamment pour du locatif. On sait par exemple que dans les 2 dernières années, il y a eu beaucoup de constructions c'est vraiment des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu par le passé. Donc, de ce côté-là, on s'attend à une petite diminution du locatif pour la région de Saguenay, mais qui va quand même demeurer au-dessus des moyennes historiques. D'un autre côté aussi, la région de Saguenay demeure quand même assez abordable du côté, là, quand on regarde les prix des maisons neuves. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait quand même une demande pour des gens qui voudraient là, des propriétés peut-être plus récentes, qui seraient plus au goût du jour. Donc, on s'attend quand même à ce qu'il y ait de la demande. Ce que je voulais surtout mentionner du côté de la croissance démographique, c'est que la demande ne sera pas aussi importante que pour l'ensemble du Québec. Donc, il ne faut pas s'attendre à des taux de croissance, de mise en chantier aussi importants. Mais reste quand même là qu'il va y avoir de la demande, surtout là, comme je disais, du côté locatif. Puis on s'attend que justement, même dans les prochaines années, ça demeure une proportion très importante là, des mises en chantier. Pour les maisons neuves, il va y avoir de la demande, mais peut-être à des niveaux, encore une fois, en dessous de ce qu'on a des moyennes historiques, là, parce que justement, on voit de moins en moins là, de jeunes familles et de plus en plus là, de personnes aînées. Donc, ils ont des besoins qui sont différents, effectivement, mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait de la demande. Euh, Puis en fait, la baisse qu'on prévoit, c'est vraiment juste lié à un retour un peu plus vers la normale des mises en chantier du côté locatif. Mais en 2023-2024, les niveaux étaient très, très élevés, là, beaucoup, vraiment au-dessus de la moyenne historique.
Puis même pour 2025, on prévoit 400 unités, ce qui est bien au-dessus là, du 100 unités environ qu'on avait historiquement. Donc, c'est de là que la diminution vient. Mais effectivement, il faut prendre en considération que le profil démographique de la région n'est pas le même que pour les autres régions métropolitaines où on s'attend une tendance à la hausse là, à long terme. Est-il prévu d'ajuster le seuil pour le remboursement des taux sur habitation neuve, car les seuils maximums ne représentent plus du tout la réalité du marché? C'est une excellente question. C'est un des points qu'on présente souvent au gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, dans nos représentations. C'est une de nos demandes, que ce soit au niveau des remboursements de la TPS ou de la TVQ, puis même au niveau de la TVQ au provincial, on demande même de s'harmoniser là, en fait à la politique là, du gouvernement fédéral. C'est sûr que pour l'instant, on fait ces représentations-là. On n'a pas eu beaucoup nécessairement de réponses très positives de ce côté-là, malheureusement, mais c'est quelque chose pour lesquels on pousse vraiment. On est conscient là, que les valeurs sont nettement inférieures là, à ce qu'on voit sur le marché, notamment par exemple pour la TVQ là, sur les unités locatives. En fait, vous avez droit à un remboursement partiel si la valeur marchande de l'unité est en dessous de 225 000 C'est vraiment pas suffisant dans le contexte de marché qu'on a actuellement, là, avec les coûts de construction qu'on a. Donc, évidemment, on aimerait voir là, une bonification significative de ce côté-là, mais reste à voir là, si on va avoir un intérêt dans le futur de la part des différents paliers de gouvernement pour ce genre de politique-là. Mais c'est clair que pour nous, c'est une des demandes qu'on fait depuis longtemps aussi, là. Le marché de la construction pourrait-il changer de dynamique avec une industrie du béton plus présente en construction neuve face au bois si les exportations de ce dernier venaient à diminuer? Pardon, est-ce que c'est le bois ou le béton qui diminuerait? J'ai pas bien compris, Fabrice. Si le bois, si on parle, c'est le bois, si les OK. exportations de bois diminuent. En fait, nous, ce qu'on souhaiterait voir, en fait, c'est plutôt d'avoir un changement vers l'adoption d'un peu plus de bois, parce que c'est sûr que ça a un impact au niveau de l'environnement qui est plus positif que le béton. Donc, on souhaiterait voir, par exemple, des propriétés de densité moyenne qui sont actuellement permises, qu'on peut construire avec des charpentes en bois, des structures en bois, mais on en voit peu, c'est généralement du béton. Donc, on souhaiterait plutôt voir cette proportion-là augmenter. Puis, on pense justement que s'il y a un surplus ou justement qu'il y a un surplus de capacité de production par rapport à la demande, bien, que ça pourrait peut-être encourager certaines personnes à se tourner vers ce type de construction-là. Reste à voir quand même, on s'entend que le béton est souvent utilisé parce que c'est quand même facile et rapide. Mais il y a d'autres voies aussi, là, par exemple avec la préfabrication, qui permettrait peut-être d'utiliser un peu plus de bois plus facilement, plus rapidement. C'est beaucoup de choses à prendre en considération. Mais c'est sûr que nous, on valorise beaucoup l'utilisation du bois dans les constructions, aussi justement de densité moyenne, parce qu'on sait que ça a un impact environnemental positif. Et qu'effectivement, on s'attend peut-être à ce que dans les prochaines années, on pourrait avoir là, un niveau de, de capacité de production qui serait bien au-dessus de la demande, là. D'ailleurs, je vois aussi que ma collègue Karine Cazot a partagé justement une nouvelle initiative là, dans la conversation. Donc, je vous encourage là, à aller lire ça. Et je vois aussi par rapport à la question sur les négociations, là, elle a également mis notre lien sur le site de la PCHQ sur les demandes syndicales et patronales ainsi que l'évolution là, des négociations. Alors, je vous encourage à aller lire ça pour ceux que ça intéresse. J'ai une dernière question pour toi, David. La tendance du locatif était beaucoup le fait d'une immigration importante avec des besoins temporaires conjugués à des taux d'intérêt élevés. Puisque l'immigration diminue et que les taux baissent, croyez-vous que la tendance va changer? En fait, non, je pense que ça va demeurer quand même assez important pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Donc, oui, c'est vrai que la question là, de l'immigration dans les deux dernières années, ça a vraiment mis une pression accrue sur le marché locatif, mais on voyait déjà cette tendance-là par le passé. On voyait le même durant la pandémie où on avait vraiment fermé les frontières. À part à Montréal, on voyait quand même un resserrement déjà du marché locatif.
Donc, oui, c'est un enjeu majeur. C'est vraiment l'immigration, les sites d'immigration qui ont vraiment fortement augmenté en 2023-2024. C'est vraiment venu mettre en lumière là, tous les enjeux qu'on avait au niveau de la construction de nouveaux logements. Mais il y a vraiment aussi des facteurs démographiques qui viennent supporter ça. Il y a des facteurs aussi économiques avec la difficulté d'accession à la propriété. On voit des gens, là, des couples avec des revenus, des très bons emplois avec des bons salaires qui demeurent sur le marché locatif, même dans la trentaine, parce qu'ils ont de la difficulté à accéder à une propriété, à une maison. C'est sûr que ça vient jouer beaucoup. Il reste aussi qu'on a un vieillissement de la population qui est important. On a dans les régions qui accueillent peu d'immigrants, on a quand même là, des enjeux là, sur le marché locatif avec des taux très serrés d'inoccupation, des augmentations importantes là, des loyers. Justement, je regardais là, récemment parce que Fabrice est allé faire une tournée cette semaine dans la Naudière. Puis on regardait justement les loyers, par exemple, dans des villes comme Sainte-Julienne ou Rawdon. Puis on voit là, des loyers qui sont vraiment très élevés, près de 1 000 $ pour la moyenne, là, pour des logements de type 4,5. C'est quand même assez dispendieux, puis avec des taux d'inoccupation qui sont très bas. Donc, je dirais que c'est vraiment pas juste l'immigration, mais c'est vraiment venu mettre cet enjeu-là, ce changement-là au niveau de la démographie en 2023-2024 est vraiment venu mettre en lumière tous les problèmes qu'on avait de ce côté-là. Mais je ne pense pas que ce soit temporaire. Je pense qu'au contraire, on va en avoir encore besoin pendant longtemps. Et par aussi les changements démographiques, on n'aura pas nécessairement besoin d'autant de maisons que par le passé, ou on va peut-être avoir besoin de différents types de maisons. Des maisons plus petites, des maisons jumelées, des maisons de ville, par exemple. Surtout avec les augmentations aussi des coûts des terrains, ça va peut-être encourager certaines personnes à se tourner vers des propriétés un peu plus petites, surtout s'ils sont des petits ménages. Mais non, je ne pense pas que ce soit seulement temporaire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui date de. C'est vraiment une tendance là, à long terme et qui a débuté bien avant le 2023. Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. On n'a plus de questions. Merci David. Merci à Oui, tous les participants. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, des commentaires, là, n'hésitez pas à nous contacter. D'ici demain, on va vous transmettre par courriel des articles du blog ainsi que la présentation que vous avez vue là, durant le webinaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas là, à nous rejoindre là, si vous avez des questions, commentaires, recommandations. Là, on va vous répondre rapidement. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir. merci à vous.